Bonjour, moi c'est Virginie, auteure du roman Namata, là où tout commence, dans lequel je vous livre mon histoire entre le Brésil, l'Afrique et l'Europe. Initiée dans une tradition afro-brésilienne depuis plus de 10 ans, je suis aujourd'hui accompagnatrice spirituelle multiculturelle. J'invite chacun et chacune à initier son pèlerinage intérieur pour trouver sa propre foi. Dans ce podcast, on parle religion, spiritualité sans langue de bois, sans tabou et dans le respect indispensable des croyances de chacun. Alors aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Rachida Belkacem, autrice de Phronésis aux éditions Manset et de La Révolte des Secrets aux éditions Orion. Donc c'est une femme autrice qui a à cœur en fait dans son ouvrage de nous parler d'un fil de conducteur de ce que c'est qu'être humain, une réflexion sur notre humanité et plus spécifiquement sur notre féminité et tout ça dans des notes de poésie. Alors bonjour Rachida. Bonjour Virginie, tout d'abord merci de m'accueillir dans ton podcast et merci d'aborder avec moi les sujets qui me tiennent à cœur. Alors Rachida, tu es aujourd'hui une femme poète. Est-ce que c'est un bon intitulé pour toi? Est-ce que tu te présentes comme femme poète? J'ai toujours un peu de mal avec les mots et les étiquettes. Je me présente surtout comme une femme qui essaie de comprendre. Honnêtement, dans mon parcours d'écriture et dans mon parcours de femme, en règle générale, j'ai à cœur d'abord d'être curieuse et essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe chez les femmes, qu'est-ce qui se passe dans nos parcours et qu'est-ce qui se passe dans le mien qui pourrait faire écho aux autres femmes et qu'est-ce qui se passe dans le parcours des autres femmes qui pourrait aussi faire écho chez moi. J'amorce une forme de dialogue intérieur avec moi, mais surtout une forme de dialogue avec les femmes en règle générale. Donc la poésie m'a toujours accompagnée, comme tu l'as dit et décrit dans le fait d'avoir essayé d'apporter un peu de poésie dans le roman et dans mon écriture de Phronésis. Mais la poésie m'a toujours habitée parce que c'est juste une manière pour moi d'être au monde. C'est juste une manière pour moi d'aborder cette vie et toutes ces thématiques de vie qui conditionnent notre quotidien de femme. Tu as à peu près mon âge, hein, Rachida, on a à peu près le même âge. Comment la poésie est arrivée dans ta vie alors qu'aujourd'hui, nous, on a des générations, on va peut-être un peu plus aborder le slam ou notre poésie, c'est peut-être plutôt Grand Corps Malade aujourd'hui. Comment est né cet amour de la poésie? Dans mon enfance, j'ai toujours été très attirée par les mots. Les mots ont toujours essayé de rythmer mon quotidien et la poésie, c'était peut-être pas un échappatoire, mais une manière de recréer du lien dans des moments qui sont un peu moins faciles. Et surtout dans ma vie de jeune femme et dans ma vie professionnelle de santé, j'ai aussi accompagné des personnes dans des dynamiques de vie où c'était plus compliqué, la perte, le deuil, la maladie. Et j'ai trouvé qu'il y avait de la poésie dans ces parcours, dans le sens où il y avait toujours de la luminosité dans ces parcours. Il y avait dans des moments les plus tragiques quelque chose qui nous dépassait. Et c'est ce que moi j'appelle de la poésie. C'est-à-dire que c'est pas une manière de sublimer la vie et de manière très vulgarisée, mettre du rose partout. Bien au contraire, c'est prendre le sens et le tempo de cette vie tout en disséquant quelque chose qui nous ramène vers l'essence et le sens même de notre existence, tant qu'on peut de temps en temps essayer de réorienter comme ça le sens de nos existences en tant que femmes, en l'occurrence. Et du coup, concrètement, c'est quoi? Toi, tu écris ou c'est-à-dire dans des moments plus difficiles, tu as commencé à écrire, c'est ça? C'était une sorte de, je vais pas dire de thérapie, mais... Je dirais que l'écriture m'a accompagnée, c'est-à-dire que partons du principe qu'on a besoin aussi d'activité physique tous les jours. Il y en a qui ne voient pas l'utilité d'une activité physique, il y en a qui ne voient pas l'utilité d'une activité intellectuelle, il y en a qui ne voient pas l'activité créative. C'est ma manière à moi de créer et je pense qu'on trouve les uns les autres par rapport à nos parcours de vie à un moment donné une manière d'aller dans cette création-là. Et en l'occurrence, ça a été l'écriture. L'écriture m'a permis de mieux définir les émotions que je traversais ou des personnes qui autour de moi traversaient ces émotions que j'ai essayé de retranscrire. Et c'est pour ça que le roman que j'ai écrit, La Révolte des Secrets, parle de thématiques de femmes, parle de traumatisme transgénérationnel, parle de parcours de femmes, de maladies, de pertes, de secrets de femmes,
mais elle parle aussi et elle parle aussi de poésie. C'est comment, dans des parcours de femmes qui parfois peuvent être tragiques, dans des moments tragiques, et ce n'est pas la vie qui l'est, ce sont juste des moments, qu'est-ce qui se passe à un moment où il y a une fracture, une rupture, une perte? Qu'est-ce qui se passe dans ces parcours de femmes et comment on pouvait l'éclairer par des mots et du moins en l'éclairant, on le redéfinit, on y redonne un autre sens, le sens qui correspond plus à nos valeurs en tant que femmes. Comment, Rachida, tu t'es retrouvée avec ces parcours de femmes? Qu'est-ce qui fait que dans ta vie, à un moment, tu te retrouves avec ces rencontres avec des femmes, en tout cas face à cette souffrance de femmes? J'accompagne encore aujourd'hui des personnes dans leur parcours salarial, dans des moments où ils sont en perte, en deuil, en rupture, en maintien de l'emploi. Donc déjà, c'est des thématiques qui sont des thématiques à valeur forte. C'est des thématiques qui nous projettent dans des épreuves qui parfois peuvent être difficiles. Donc certainement, mon environnement professionnel m'a emmenée vers une interrogation sur que se passe-t-il quand à un moment donné dans un parcours de femme, on perd quelque chose, où on est blessé, où on est malade, où on est tout simplement les aléas de la vie, on divorce, on perd un proche, on perd... qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se joue là, à ce moment-là, dans un parcours de femme? Mon souci a été beaucoup de me poser la question sur le rapport au silence. Et j'ai beaucoup travaillé sur le silence et je me suis beaucoup intéressée à cette thématique-là parce que j'ai trouvé que dans des générations de toujours, en tout cas dans mon parcours personnel, le silence a toujours habité la vie des femmes. Et de redonner les mots aux femmes, c'est leur redonner aussi la possibilité de s'exprimer sur leur quotidien, de s'autoriser à. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, le silence, parfois, chez certains parcours de femmes, est beaucoup plus parlant? J'avais en face de moi parfois, dans mes consultations, et j'ai encore des femmes qui ne parlent pas, qui ne se donnent pas l'accès à la parole. Et à quel point parler, s'autoriser à parler, c'est surtout s'autoriser à exister en tant que femme. Et dans des vies où il y a quand même des constructions un peu sociétaux, des manières de vivre, on doit être comme ça, dans des structures de pensée, dans du prêt-à-penser et du prêt-à-faire, la femme se retrouve beaucoup plus que l'homme, je trouve aujourd'hui, conditionnée à. Et ce conditionnement peut la priver d'une partie d'elle-même. Et c'est pour ça que dans ta thématique de femme sacrée, quand on a commencé à échanger et que tu m'as suggéré l'éventualité d'échanger sur des thématiques qui, je sais, te tiennent à cœur, ça fait écho. Ça fait écho dans mon parcours parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui et comment moi, de manière totalement égoïste, je me pose la question de comment je peux accompagner les femmes dans la possibilité de trouver cette manière d'être au monde en termes d'intuition, de dons, de potentiel. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous n'arrivons pas aujourd'hui à se connecter à notre moi profond en tant que femme? Et pour toi, du coup, Rachida, le fait d'être comme ça, un peu dans posture, je vais dire un mot terrible, mais un peu finalement de silence, voire de soumission, en fait. Pour toi, c'est quelque chose de la société ou c'est quelque chose qui impose la famille ou c'est plus vaste que ça? Je pense que ce serait assez prétentieux de s'imaginer qu'on peut l'analyser et en faire des raccourcis dans notre échange. Et ce serait presque dénaturer à quel point ton questionnement et ta question, ou ton questionnement en règle générale, c'est un questionnement sociétal. Et lorsqu'on croise les choses, lorsqu'on parle de la politique d'un pays, lorsqu'on parle de la vision sociétale d'un pays sur les femmes, lorsqu'on parle de la vision spirituelle, etc., je parle même pas en termes de soumission, je parlerai en termes de conditionnement. C'est-à-dire que dans certains États où il est libre de penser et d'agir, on voit encore des comportements qui sont des comportements qui vont à l'encontre de ce que la femme est. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se retrouve dans des postures, même dans des pays où les choses peuvent être différentes, dans des postures qui ne correspondent pas à notre être intérieur. Et c'est en ça que parfois on peut basculer et se créer des maladies, et se créer des dépressions, et se créer du burn-out, et se créer... C'est-à-dire qu'on n'est pas en lien avec nos vibrations profondes. Dans mes consultations, je laisse les gens s'exprimer. L'écoute, elle est primordiale lorsqu'on souhaite accompagner quelqu'un, parce qu'elle permet pour moi de laisser la personne faire son cheminement. Et lorsque la personne en face de soi voit que nous, on l'autorise
à verbaliser et à aller jusqu'au bout de son raisonnement. Elle est parfois même étonnée d'arriver à accepter qu'elle était à côté de sa vie, dans sa vie, dans ce qu'elle faisait, elle se dit à un moment donné, elle le verbalise. C'est pour ça que le mot est important et c'est pour ça que moi, oui, l'écriture est importante parce que elle permet, alors oui, peut-être on peut dire écriture thérapeutique, mais c'est un grand mot thérapeutique parce que dans la vie au quotidien, tout ce qu'on fait peut être thérapeutique, c'est-à-dire se balader dans la forêt, c'est thérapeutique, échanger, regarder le regard de son enfant, c'est thérapeutique, plein de choses sont thérapeutiques, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est presque vital, l'écriture, pour moi. Rachida, tu parlais justement de la question dont on avait abordé, ce féminin sacré. C'est quoi pour toi cette féminité sacrée et du coup, comment toi tu la traverses même d'un point de vue plus personnel et dans ton histoire? Alors, il y a quelques années, cette thématique de féminin sacré, elle commence à prendre comment dirais-je, forme, elle commence à être discutée, elle commence à être échangée. On a entendu ce mot-là. Elle a d'abord été pour moi à double sens, c'est-à-dire que la première intuition que j'ai eue par rapport à cette appellation, elle m'a un peu rebutée parce que sacraliser la femme, ça a été beaucoup fait par toutes les religions. Et le fait encore de resacraliser la femme m'a fait peur. Je dis juste mon premier abord de cette thématique-là, mais j'ai compris qu'il était important de redonner de la valeur à ce qu'il en était déjà. C'est-à-dire ce qui a été pour moi important lorsque j'ai entendu les échanges et tous les travaux qui étaient autour de cette thématique de femmes sacrées, j'ai compris à quel point il était important de remettre du sens dans un parcours de femme. Dans mon recueil de poésie Phronésis que j'ai publié chez Mindset, lorsqu'on lit comme ça Phronésis, c'est comme un cycle de grossesse, mais on peut aussi parler comme d'un cycle féminin aussi. Donc, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, nous, en tant que femmes, on s'est éloigné de notre sacralité, c'est-à-dire de l'essence même. Le fait que nous sommes des femmes de cycle, qu'on fonctionne par cycle, comme le cycle de la vie, le fait de ne pas respecter ce cycle-là nous contraint à, comme je disais tout à l'heure, à être à côté de sa vie, à tomber malade, à ne pas choisir une profession qui nous convient, un conjoint qui nous convient, un lieu de vie qui nous convienne. Accepter que nous sommes des cycles, accepter que nous sommes, qu'il y a un temps pour tout, un temps de recueil, un temps d'action, un temps de lien à l'autre et un temps où on se pose, comme dans Phronis, c'est un moment où stop, on a besoin de repli, on a besoin, etc. Et un temps où on partage aussi. Donc, c'est des thématiques qui sont très intéressantes pour moi, car elles nous recentrent sur l'essentiel encore de nous, c'est-à-dire, mais on ne peut pas nier une partie de nous-mêmes. À partir du moment où on commence à nier notre intuition, notre rapport à l'autre, le ou les dons qu'éventuellement on peut avoir dans cette vie, et ben, à partir de ce moment-là, on tombe malade pour moi, on devient malade, on déprime, on rentre dans un cercle comme ça d'interrogation et de mal-être qui peut durer très très longtemps si on n'en prend pas conscience. Je cite, moi je suis une grande fan du rabbin, le Rav Ben Chetrit, qui dit, justement il se sensibilise là-dessus, il dit ne mourrez pas de votre vivant. Et c'est beau. Voilà. Et vraiment de dire comment on se réveille et comment on prend en charge sa vie. Après, toi, tu le partages à travers des personnes qui sont venues te voir. Est-ce que toi, tu en as fait l'expérience pour toi dans ta propre vie en tant que femme? Est-ce qu'il y a eu des moments de chaos? Enfin, j'imagine, et un moment des vraies reconnexions à ce féminin. Oui, évidemment, je l'ai expérimenté et ça m'a été pour moi très très utile. C'est-à-dire dans mon parcours de femme, je suis maman d'adolescent, de jeune homme, et la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Dans mon rapport à l'autre, dans mon altérité, dans mon rapport à moi, c'est-à-dire dans ce qui me constitue, et puis aussi dans le lien que j'ai tissé avec ma mère, mes grands-mères, c'est-à-dire avec toutes ces lignées de femmes. Je me suis beaucoup interrogée sur mon positionnement, sur ce que j'avais reçu, sur ce que j'avais mal reçu, sur ce que j'avais construit, sur ce que j'avais mal construit et sur ce que je m'étais approprié de ce qui m'appartenait dans mon histoire et de ce qui ne m'appartenait pas surtout. Donc oui, je l'ai expérimenté et j'ai eu la chance d'avoir aussi eu des rencontres féminines
qui m'ont permis de m'interroger aussi sur mon parcours, c'est-à-dire des personnes qui ont été capables de m'écouter, et je sais aussi que j'ai aussi eu à cœur de pouvoir les accompagner. Donc oui, je l'ai expérimenté et ça a été pour moi très très bénéfique. C'est pour ça que je fais, alors de manière un peu vulgarisée, je fais pas la pub de ça, mais dans mon quotidien, j'ai à cœur d'accompagner les femmes à être ce qu'elles doivent être, c'est-à-dire ce qu'elles pensent être, ce qu'elles ont envie d'être. Et c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu vas me dire, bah, j'ai envie de ça, très bien, je te suis, qu'est-ce que je peux faire pour toi ou pas? Mais je t'écoute. Et demain, si tu as envie d'autre chose, eh ben, why not, quoi? C'est pas grave. C'est-à-dire ne pas conditionner les femmes à des choses qu'elles ont envie ou pas envie. C'est cette histoire de cycle. On revient sur féminin sacré. Nous sommes des cycles, et écouter ces cycles, pour moi, c'est primordial, hein. Et du coup, Rachida, est-ce que toi aussi, dans ta foi, hein, peut-être dans ta religion, si tu en as une, est-ce que tu as expérimenté, est-ce que tu as dû te détacher de cette position de femme, ou comment tu as vécu au travers de la foi qui t'appartient, en tout cas, ou de ta confession, ce féminin sacré, en fait? C'est très intéressant ce que tu dis, mais c'est à la fois, ce qui est assez étonnant, c'est que lorsqu'on a comme ça, on est aligné, tout s'aligne. C'est-à-dire que le rapport qu'on entretient avec les gens ou avec sa foi prend complètement sens. C'est presque, je retrouve dans la foi, ou je retrouve dans mon lien à l'autre, dans mon lien à moi-même, presque des choses d'une évidence. C'est comme l'histoire de l'intuition. On a tous une intuition et on ne l'écoute pas toujours. Et qu'est-ce qui fait qu'on ne l'écoute pas? Et au moment où on se fait confiance, on essaye de comprendre qu'est-ce qui nous guide. C'est vrai que le féminin sacré, c'est aussi le féminin en termes de guidance. Qu'est-ce qui nous guide? Automatiquement, les choses s'alignent. C'est-à-dire que la vie n'est que cette perception au monde. Donc, la vie n'est fait que de croyances. Donc, si je change ma perception, je change mes croyances. Mais si mes croyances font écho à ma perception, tout s'aligne. Je pars du principe que le seul fil conducteur, c'est d'être bien avec soi et avec les autres. C'est-à-dire, lorsqu'on a un rapport le plus apaisé et le plus apaisant avec soi et avec les autres, c'est un très bon indicateur du rapport qu'on entretient avec sa foi, avec les autres et avec soi. Et tout part de soi, bien évidemment. Dans ce parcours, dans cette expérimentation, en fait, comment est né le fait de vouloir écrire au point de vouloir faire publier, en fait? Comment ça a germé dans ton parcours? Parce que ce que j'entends, c'est que tu n'es pas, tu as aussi un autre travail à côté. Donc, il y a un moment, il y a quelque chose qui fait que tu décides de te dévoiler, puis c'est pas anodin d'écrire à un éditeur, de transmettre ses écrits. Comment ça s'est passé pour toi? Oui, dans mon parcours, en fait, j'ai toujours navigué dans différents domaines. On appelle ça les slasheurs, je crois. Depuis 2013-2014, été dans le domaine de la culture. J'ai fait de la médiation culturelle. Enfin, j'ai fait des choses qui m'ont toujours permis de naviguer dans ce domaine-là, notamment de la littérature. J'ai animé des cafés littéraires, etc. Mais c'est comme cette histoire d'alignement des planètes, hein. C'est-à-dire que on me pose parfois la question l'idée d'arriver comme ça. Mais non, en fait, c'était presque évident. C'est-à-dire que c'est l'écriture qui est venue à moi parce que je communiquais aussi beaucoup par écrit. J'aimais beaucoup poser les choses quand les choses allaient bien ou moins bien. J'ai posé beaucoup de choses pour essayer de comprendre aussi. Et comme je travaille avec de l'humain, le lien avec l'autre, c'est bien sûr toujours important de le réfléchir. Et dans ce que j'écrivais, j'ai eu ce besoin de le partager pour mieux comprendre. Ça a d'abord été ça, pour mieux comprendre qu'est-ce qui se joue au moment où je pose ces mots, qu'est-ce qui se joue pour moi, qu'est-ce qui se joue pour les autres, et comment ça peut faire écho. Comment quelqu'un qui lit ça, qui est à l'autre bout du monde, moi j'ai des lectrices qui sont au Maroc, des lectrices qui sont partout, comment au Canada, comment une femme qui n'a ni le même parcours que moi, ni la même foi que moi, ni les mêmes envies tout simplement, qui est quelqu'un avec sa propre histoire, à un moment donné, ces mots, cette phrase, cette histoire va faire écho. J'ai certainement eu envie de quelque chose de plus grand que moi, c'est-à-dire de partager quelque chose comme une envie de relier toutes ces femmes, comme une envie de relier les histoires de femmes. C'est pour ça que j'ai toujours eu à cœur d'ouvrir les choses, d'ouvrir les fenêtres, d'ouvrir les portes, et de ne pas cantonner ça à un lieu, un pays, une ville, une langue. Oui, on écrit en français, mais c'est presque accessoire que ce soit écrit en français.
C'est juste une manière de communiquer et de communiquer sur les émotions de femmes, d'êtres humains dans un cheminement de vie. Donc cette notion, j'aime bien cette notion d'être humain. Donc là, on a beaucoup parlé du féminin, en fait, du féminin sacré. Est-ce que c'est exclusivement ton travail ou tu abordes aussi, qui dit féminin sacré, dit masculin, et comment on se positionne, comment on réagit, comment toi tu composes avec ce masculin qui est plus ou moins sacré, ou en tout cas peut-être sacré, bon, mais comment toi tu interagis? Je t'avoue que je me suis jamais réellement pas posé la question. L'homme a toujours intégré mes récits et a toujours intégré mon existence de manière assez fluide. C'est-à-dire que la place que les hommes occupent dans mon existence, et notamment je suis mère de garçons, a toujours été quelque chose d'assez fluide, mais en même temps m'a toujours interrogée dans le sens où le fait que nous, on soit soumis à certaines injonctions sociétales ou à injonctions biologiques liées aux hormones, la manière dont on est au monde n'est pas la même manière dont ils sont au monde. L'intérêt, c'est d'être capable de s'accompagner et d'accompagner l'autre, l'être masculin, à comprendre que nous sommes différents, en quoi sommes-nous différents et en quoi il est important de respecter cette différence pour mieux interagir, pour mieux vivre, pour mieux partager. Et tout est encore une question de la manière dont on a d'expliquer les choses, mais aussi, bien évidemment, on peut réduire ça en disant il faut ci, il faut ça, mais choisir les personnes qui comprennent aussi tout ça, ça reste primordial. C'est comme dans la vie de tous les jours. On peut aller aborder des récits et essayer d'accompagner les gens. Si les gens sont hermétiques en termes de valeur à ça, ça ne sert strictement à rien. Donc vraiment, l'importance pour moi, ça a été de comprendre que il est important de dire, de nommer les choses sur ce que nous sommes en tant que femmes. Et sans que ce soit quelque chose de figé. Encore une fois, je reviens là-dessus. C'est-à-dire que dans la vie d'une femme, à 15, 20, 30, 50, 60, 70, les envies, les besoins, etc. sont différentes ou pas. Et il est important de ne pas figer ça non plus au temps de vie, c'est-à-dire le temps de la maternité, le temps du travail, le temps. C'est vraiment une histoire de dire les choses pour mieux être comprise. Là, c'est intéressant. Il y a beaucoup de, comme tu dis, hein, plusieurs moments de la vie. Une femme de 40 ans, on n'a pas la même problématique. Il n'y a pas longtemps, j'ai parlé avec une jeune femme de 20 ans. Elle m'expliquait combien sa féminité était difficile. Puis je lui dis, au regard de mes 40 ans, je dis, bah oui, je sais par où tu passes. Je sais, je sais. À un moment, ça va aller. Mais c'est de dire, finalement, à toutes ces étapes de vie, hein, pour ces femmes qui peuvent l'exprimer sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de stages de se retrouver en tant que femme, de cercles de féminin sacré. Donc, il y a ce besoin. Ces femmes qui peuvent vivre une sorte de mal-être dans leur féminité, quelle que soit l'étape, est-ce que tu aurais des conseils ou différentes étapes à leur transmettre pour se retrouver? Oui, d'abord, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur cette expérience que tu as avec cette jeune fille-là à qui que tu informes et que tu rassures. Donc, tu fais deux choses les plus importantes lorsqu'on se pose des questions. On a besoin de comprendre ce qu'on traverse et on a besoin de quelqu'un qui nous guide. Et dans ce que tu viens de dire, de plus en plus de stages, etc., c'est-à-dire que ça répond à une problématique actuelle qui est que la femme est isolée. Là où à l'époque, dans certains pays, dans certaines tribus, dans certaines régions, dans certaines campagnes, les choses étaient régulées à l'intérieur d'une famille, à l'intérieur d'un village. Pourquoi? Parce que il y avait des gens qui jouaient ce rôle-là, la grand-mère, la voisine, etc. Dire qu'il y avait des régulateurs émotionnels, je vais appeler ça, je vais vulgariser le propos, des personnes qui permettaient de mettre du sens aussi dans ce que émotionnellement quelqu'un traverse quand on est dans cette crise d'adolescence, qui est une crise qui parfois peut chambouler des familles. C'est aussi une manière de dire à la maman, ne t'inquiète pas, c'est un moment difficile, tu dois tenir le cap, et à la fille, ce que tu vis est juste normal. Tes émotions, c'est une perception, et de l'accompagner dans son sommeil, dans son alimentation, dans ses activités physiques, mais en tout cas, de ne pas répondre à des angoisses qui viendraient juste dénoter d'un passage. C'est un passage. Donc, tu l'as à la fois rassuré, informé et rassuré. Et dans ces stages dont tu parles,
c'est ce qui fait que la femme est seule, donc automatiquement, c'est bien que ça existe. Mais pendant très longtemps, il n'y a rien eu. Et de ces stages qui sont la plupart du temps payants, de ces choses qui sont dans la plupart du temps commercialisées, ça dénature le lien propre qu'on a entre les femmes. C'est-à-dire que c'est presque naturel que les unes et les autres, dans notre rapport, on ait cette sorte de régulateur émotionnel. C'est-à-dire que quand une femme traverse une maternité, hop, elle a son enfant, bam, elle est chez elle toute seule. On va lui expliquer des choses très techniques, comme on lave son bébé, combien de doses on met, si on allait, qu'est-ce qui se passe, quel numéro appeler quand il y a une urgence. Mais l'urgence, elle est somatique, elle n'est pas psychologique. Et ça, lorsqu'elle est psychologique, dans des sociétés où il faut être très jolie, avoir perdu son poids, sourire avec un beau bébé dans les bras, c'est très compliqué de se dire, le jour où on est 1 mois, 2 mois après l'accouchement, je suis pas bien. Et cette femme qui accouche était entourée, parfois c'était très ritualisé, mais tout ce qui était rituel avait aussi pour but de sécuriser. Donc, ce n'était pas un fonctionnement qui était parfait, mais c'était un fonctionnement qui permettait d'être le mieux possible. On bascule dans nos sociétés contemporaines à des fonctionnements qui sont vertigineux, c'est-à-dire la femme est souvent livrée à elle-même. Ou dans le cadre de la grossesse, face à un mari qui ne peut pas comprendre, et juste physiologiquement, enfin, on peut avoir le meilleur mari du monde, il ne peut pas comprendre. C'est pour ça qu'il est important de resituer l'homme sur un statut d'accompagnant, il accompagne. Mais en aucun cas, il faut lui mettre comme chape de plomb qu'il doit comprendre. Parce que c'est là où se créent les malentendus. C'est là où la femme dit qu'on ne comprend pas, et l'homme dit, moi, je fais tout pour la comprendre, et au final, je la comprends pas. Donc, le resituer dans je t'accompagne. Mais je t'accompagne en tant qu'homme. Je ne peux pas t'accompagner en tant que femme, ni en tant que femme qui est passée par la maternité, etc. Donc, ce qui est important, c'est de se dire que oui, c'est bien tous ces stages. Moi, je trouve ça génial parce que du coup, ça me permet juste de se repositionner, de réfléchir, de se retrouver, etc. Je déplore un peu le fait que ce soit un peu aussi parfois une question d'argent. Je vois des prix très exorbitants qui me posent un peu un problème d'éthique. C'est un avis. Mais en tout cas, oui, c'est bien. C'est bien parce que la femme s'est rendue compte à quel point il était urgent de revenir à ce qu'elle est. À quel point c'est urgent de se déculpabiliser sur le rapport qu'elle entretient avec ses émotions. C'est hyper intéressant. Oui, les émotions, c'est qui conditionne notre vie. Si on se lève, on est bien, on fait des bons choix. Si on se lève, on n'est pas bien et on se culpabilise, automatiquement, s'il n'y a personne pour nous guider, on commence à sombrer. Ouais. C'est hyper intéressant. Il y a vraiment cette notion de... Moi, j'ai étudié beaucoup les rites, et notamment le rite de la grossesse, qui est un rythme de femme. Dans les sociétés, c'est des rythmes de femmes. On est entre femmes, on accouche entre femmes. Maintenant, il y a les doulas qui arrivent, finalement, qui est la femme qui accompagne. Ça, c'est magnifique. Et je me souviens que il y avait eu un documentaire, un reportage qui était, j'ai plus le nom, je le mettrai dans le commentaire du podcast, et où un homme dans la société actuelle, où en fait on n'a plus notre clan de femmes, on n'a plus notre tribu, justement, hormis des cercles où on va payer, notre tribu de femmes, voilà. La voisine. Et de dire à un moment, quand on n'est plus muni comme ça, l'homme qui accompagnait sa femme disait, mais elle s'attend à ce que je sois la grand-mère, la mère, et ça met aussi l'homme dans une posture et une pression. L'échec, presque. Voilà, c'est vraiment hyper compliqué. Donc c'est un beau retour là tu fais, Rachida, c'est dire comment on arrive à se recréer un clan de femmes. C'est ça que j'entends aussi, et qui est basé sur l'amitié, la réciprocité, et pas uniquement sur un échange financier. Oui, le partage d'expérience, c'est ce que tu dis concernant les doulas, de ces femmes qui accompagnent les femmes pendant leur grossesse. Tu verras souvent des liens qui dépassent les liens de personnes qui accompagnent. La doula, après, elle tisse des liens d'affect avec la personne qu'elle accouche, à tel point que la personne qui accouche la considère presque comme une mère, en disant, elle est rentrée dans mon intimité, elle m'a accompagnée, je l'autorise à. Et à quel point c'est un besoin. Et cette sorte de féminin sacré, elle est importante, pour moi, elle est très importante, surtout lorsqu'elle remet de la lumière sur les besoins en tant que femme. Et le premier besoin en tant que femme, c'est, comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est d'être rassurée pour ce qu'elle traverse, d'être écoutée et d'être guidée. Lorsque ces 3 thématiques-là sont balayées, ça fait un équilibre.
qu'on soit adolescente, jeune femme qui accouche, ou dans d'autres, ou ménopausée, ou une femme qui quitte le milieu du travail, une femme qui ne peut plus travailler pour des raisons X ou Y, soit par le fait de l'âge, soit par le fait d'un handicap, soit le fait par une maladie. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que ce qu'on va lui dire va lui faire sens et va lui faire retrouver son sens à elle? Et du coup, pour rebondir là-dessus, c'est quand je reviens sur ces femmes qui actuellement tout de suite sont dans leurs difficultés, est-ce que tu peux me dire le premier pas qu'elle peut faire? Là, si tout de suite je t'écoute, je suis une femme et je me sens mal, quel que soit mon âge, quel est le premier pas que je peux faire? Moi, je dirais que le premier pas de la guérison, c'est d'accueillir ses émotions. C'est le premier pas. C'est-à-dire, souvent, on dit, tu te sens pas bien, et pourtant, tu as tout, tu as un toit, tu manges, tu es dans un pays, etc., avec des droits, enfin, que se passe-t-il? Il y a une chape de culpabilité sur les femmes partout dans le monde, hein, une chape de culpabilité sur l'expression de ces émotions. Mais avant l'expression des émotions, il y a, dans l'intimité des femmes, accueillir ce qu'on ressent. C'est pour ça que s'intéresser au féminin sacré, c'est primordial, parce que c'est accueillir ces émotions qui sont liées à des cycles de vie, des cycles hormonaux. Lorsque je suis en période d'ovulation, lorsque je suis en période de menstrue, lorsque je suis en période de ménopause, j'ai des cycles, j'ai mon organisme, j'ai mon corps, j'ai mes hormones, j'ai mon cycle de vie qui me contraint à ressentir certaines émotions. Donc la première chose quand on n'est pas bien, outre le fait, bien évidemment, on ne parle pas de situation d'urgence, hein, on ne parle pas de femmes qui se retrouvent dans des situations avec un événement aigu. Mettons ça de côté. Dans ta question de qu'est-ce qu'on peut faire en premier lorsqu'on va être sur le chemin de la guérison, ou en tout cas sur le chemin de notre être, de ce rapport qu'on a avec soi pour être apaisé, c'est d'accueillir ses émotions et de n'y mettre rien d'autre, presque de le déshabiller et d'accueillir l'émotion telle qu'elle se présente. Pourquoi est-ce qu'il est important aujourd'hui, dans des vies un peu effrénées, d'avoir recours à la méditation, au yoga, à la conscience, au l'éveil des consciences, etc. Parce que c'est dans ces moments-là où on prend le tempo d'accueillir ses émotions. C'est je suis OK avec moi de ressentir ça. C'est tout. Je ressens ça. Voilà. La première étape, c'est accueillir. Alors Rachida, en tout cas, merci beaucoup pour ton intervention. Merci pour tes conseils. Merci de nous ramener aussi sur comment nous reconnecter à nous-mêmes, comment nous reconnecter en tant que femmes. Je rappelle que tu es l'autrice de Phronésis aux éditions Mindset. Je mettrai les références en commentaire du podcast, en tout cas pour le commander. Merci beaucoup Rachida. C'est moi qui te remercie. Merci pour l'accueil, merci pour l'échange et merci de donner un peu écho aux femmes. Et ces parcours de femmes. Je te remercie Virginie. Merci Rachida.